Il est minuit quand nous roulons dans le sud de l'île de Taïwan, au large de la Chine. Nous sommes à la recherche d'une zone où vont avoir lieu des exercices militaires. C'est fermé. 14 septembre 2021, les 37e grandes manœuvres débutent au lever du jour. D'habitude, qu'on vient en masse, cette année, à cause du Covid, les médias sont à peine tolérés par l'armée taïwanaise. Nous sommes cantonnés sur cette portion de route. Les journalistes jouent des coudes pour les meilleures places. Non loin de la presse, des tentes plantées à même le bitume. Des copains qui trinquent et même des familles avec adolescents et enfants prêtes à passer une nuit blanche. Tous font le pied de grue, le patriotisme chevillé au corps. Nous sommes ici pour vivre ce moment historique et pour voir les avions de chasse taïwanais décoller et atterrir. C'est aussi pour les enfants. Ces lycéens venus de Taipei, la capitale, n'auraient raté l'événement pour rien au monde. Je suis venu cette année et l'année dernière aussi. Qu'allez-vous faire avec les photos? Je vais les mettre sur Instagram pour que tout le monde voit les moyens de défense de Taïwan. Et pourquoi est-ce important de montrer la défense de Taïwan? On veut que le monde sache qu'on est un vrai pays. Nous ne sommes pas comme la République populaire de Chine. Au petit matin, TVBS, la première chaîne privée d'information continue, est la mieux placée. Nous suivons Ting Ting Liu, sa reporter vedette. On monte pour avoir un meilleur point de vue. Vous êtes la seule à avoir loué une nacelle comme celle-ci? Non, il y a 2 autres médias qui ont aussi loué des plateformes. On les voit là-bas. À quelques centaines de mètres, le scénario fictif du jour va se jouer devant nos yeux. Les aéroports viennent d'être détruits par l'armée chinoise. Les Taïwanais doivent d'urgence réquisitionner l'autoroute pour faire décoller et atterrir leurs avions de combat. Un étrange balai attire notre attention. Des soldats ont troqué leurs armes contre des pelles et des balayettes. Ce photographe, pourtant habitué aux grandes manœuvres, n'avait jamais vu ça les années précédentes. Ils doivent nettoyer tous les obstacles sur la route afin de s'assurer que ce soit propre et que les avions puissent décoller et atterrir sans problème. Pour éviter les accidents, l'autoroute est devenue aussi lisse qu'une piste de porte-avions en moins d'une demi-heure. Les démonstrations militaires peuvent commencer. Bonjour à tous, bienvenue aux 37e grandes manœuvres. Aujourd'hui, 3 types d'appareils participent aux exercices. Les F-16, les Mirage 2000, nos propres avions et bien entendu les avions radars E2K. Les principales télévisions taïwanaises retransmettent l'événement en direct. L'armée fournit d'ailleurs des images filmées de plus près. Des mirages, des avions radars et en invité d'honneur, que les pilotes saluent au passage, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, la première femme élue à la tête du pays, qui pour l'occasion a revêtu son uniforme de chef des armées. Au sud du pays, les démonstrations de force sont terminées. Mais les grandes manœuvres durent 3 jours, et ce depuis 1984. À chaque fois, l'armée filme ses exercices grandeur nature. Comme là, où il faut contrer un éventuel débarquement chinois. Des entraînements qui servent à montrer ses muscles à un seul pays, le frère ennemi de toujours, situé juste en face, la Chine. Peu de gens le savent, mais aujourd'hui, la planète entière dépend de Taïwan, un petit territoire montagneux et très boisé. Avec ses 23 millions d'habitants, cette île, toute proche des côtes chinoises,
abrite en effet le leader mondial des puces électroniques. TSMC, la moins connue des entreprises les plus importantes au monde. Industrie automobile, ordinateurs, smartphones, consoles de jeux, plus personne aujourd'hui ne peut se passer des composants électroniques taïwanais, rendant ainsi la petite île plus attractive et plus riche que jamais. Taïwan détient le record mondial de magasins Vuitton par habitant dans le monde. Une économie florissante, l'un des ports maritimes les plus importants d'Asie, une gestion exemplaire de la pandémie du Covid, Taïwan affiche aujourd'hui une croissance de 6%, l'un des meilleurs résultats de la planète. Malgré cette réussite, Taïwan vit une situation unique au monde. Ce territoire n'est pas considéré comme un vrai pays. Il a bien un drapeau, un hymne, une monnaie, une présidente et un gouvernement, mais aucune grande puissance ne le reconnaît officiellement. En cause, sa relation compliquée avec la Chine. Depuis 1949, le régime communiste instauré par Mao n'a en effet jamais supporté que son grand adversaire Chiang Kai-shek se replie sur l'île de Taïwan et y fonde son propre État. La République populaire de Chine n'a jamais reconnu Taïwan et la considère toujours comme l'une de ses provinces. Aujourd'hui encore, le président chinois, Xi Jinping, n'exclut pas de la récupérer un jour, quitte à faire la guerre. Nous ne promettons pas de renoncer à l'usage de la force. Pour ne pas froisser la Chine, la grande majorité des Taïwanais a choisi d'adopter la tactique du dos rond. Une façon d'avoir la paix et de continuer à faire des affaires, mais cette politique a un prix, pas d'indépendance officielle. Tout le monde le sait, Taïwan est un pays indépendant. Mais il ne faut pas le clamer sur tous les toits, c'est tout. Mais à Taïwan, certains, dont une majorité de jeunes, manifestent de plus en plus pour obtenir l'indépendance, quitte à ce que la Chine leur tombe dessus. Si un conflit se déclenche, je suis certain que mes amis et moi, nous aurons envie d'aller faire la guerre, en première ligne. Liberté de la presse, reconnaissance du mariage gay, réseaux sociaux accessibles, droit de manifester, démocratie ultra-participative, avec ministres transgenres méga connectés. À Taipei, la capitale, la population vit aux antipodes de la dictature chinoise et n'a pas du tout envie d'être réunifiée. Sauf une toute petite partie de la population pour qui Taïwan, c'est toujours la Chine. Ici, les députés font du hard rock et des anciens mauvais garçons provoquent une guerre des gangs entre ceux qui veulent l'indépendance et ceux qui veulent la réunification. Comment les Taïwanais s'accommodent-ils de cette situation unique au monde? Taïwan, j'ai tout d'un pays mais je n'en suis pas un, enquête sur le dernier bastion à encore tenir tête aux géants chinois. À Taïwan, la majorité de la population n'a qu'un objectif, que rien ne change. Ainsi, Wayne fait partie de ces Taïwanais qui ne veulent pas embarrasser la Chine, mais qui ne veulent pas non plus la réunification. Plutôt conservateur, Wayne, 41 ans, 2 enfants, habite dans un quartier chic de la capitale. Pour lui, Taïwan est un territoire sûr qui doit le rester. On n'a pas de fusillade tout le temps. Il n'y a pas de djihadistes qui se font exploser. On a la liberté d'expression. On a une société démocratique. On a la sécurité sociale. Beaucoup de mes amis qui habitent aux États-Unis rêvent de venir ici pour faire leur bilan médical annuel. C'est un bon endroit pour vivre. Et j'encourage les Français à venir ici. Sérieusement, c'est un super pays. Si tout va bien dans la vie de ce père de famille, c'est parce qu'il fait partie des 1% les plus aisés de l'île. Et aussi parce qu'il fait du business, notamment avec la Chine. Va pas m'en mettre partout sur la banquette, toi. Ce chef d'entreprise taïwanais dirige 6 écoles en langue anglaise, dont une située chez le frère ennemi. Aujourd'hui, au volant de sa berline électrique grand luxe, il a un rendez-vous téléphonique avec la directrice de l'école chinoise.
Je voulais te demander, comment vont les élèves en ce moment? Ça va, mais il y a des nouveaux élèves qui ont du mal. J'ai prévu du rattrapage, mais on n'a pas assez de professeurs. Cette école chinoise représente 10% du chiffre d'affaires de Wayne. On comprend mieux pourquoi le businessman n'a pas envie de froisser Pékin. Wayne fait des affaires avec le géant chinois. Une source de profit essentielle dans l'économie de Taïwan. Plus de 40% de leurs exportations vont vers la Chine. Can't hear you. Let's get dancing. Break free. Okay, Allez, vas-y. Moi, je monte, OK? Ce matin, Wayne accompagne sa fille dans l'une des 6 écoles qu'il dirige. Il est 16h30 et les élèves viennent ici après l'école chinoise pour suivre un programme américain. Si on calculait le temps que passent ces enfants à étudier dans une journée, ils travaillent encore plus que les adultes. Les élèves taïwanais travaillent très dur. Le but des parents, c'est d'envoyer leurs enfants aux États-Unis. À Taïwan, seuls 5% des familles peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants dans ces écoles anglophones. Direction l'appartement de la mère de Wayne, où il se rend tous les jours pour faire un point sur les affaires en cours. Bonjour. Allô, oui? Ici, c'est elle, la patronne. Il y a 30 ans, Lisa a créé les 6 écoles. Elle en a confié la gestion à son fils, mais le contrôle, elle le garde. Et elle ne rigole pas avec l'argent. Les frais de scolarité doivent être payés fin juin. On parle du semestre suivant, de février à juin. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Lisa a fait venir 2 banquiers à domicile. Avec 4 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, elle veut connaître les meilleurs placements boursiers. Mon deuxième fils m'a dit qu'il avait acheté des actions chez Apple. Il est content car ses intérêts sont de 14%. C'est excellent. Oui, leurs actions montent constamment. Oui, Apple, c'est très bien. Mais je veux aussi acheter du New, l'entreprise chinoise. Depuis que l'action New a été mise sur le marché, sa valeur n'a pas cessé de grimper. Pour Lisa et son fils, les affaires sont prospères et la politique ne doit surtout rien chambouler. Aujourd'hui, les gens se sont habitués à vivre dans la paix et la joie. Et c'est très bien. Les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent ou manger ce dont ils ont envie. Tout est OK. Mais si Taïwan devient indépendante ou refuse le statu quo, cela va créer des clivages. Cela risque de provoquer de la haine au sein de la population taïwanaise. Encore une réunion rondement menée par cette femme d'affaires qui a toujours su s'entourer. À Taïwan, on ne veut surtout pas perdre son style de vie et sa liberté, tout en continuant à faire tranquillement des affaires avec la Chine. Bref, les Taïwanais veulent tout. Les avantages de la puissance économique du régime communiste, sans les inconvénients de sa dictature. C'est pourquoi je ne veux pas que les choses changent ici. Car je ne veux pas prendre de risques pour mon business. Je ne veux pas que ma famille soit menacée. Et les gens me disent que Taïwan n'est pas reconnu. Et alors? Je m'en fous. Parce qu'avec mon passeport taïwanais, je peux voyager partout. Et honnêtement, si vous comparez le passeport taïwanais avec celui de la Chine, le passeport taïwanais vous permet de voyager dans beaucoup plus d'endroits dans le monde que celui de la Chine. Cette situation schizophrénique, où les Taïwanais doivent courber les Chines pour ne pas énerver leurs frères ennemis, combien de temps peut-elle encore durer? D'autant qu'ici, certains ne la supportent plus. C'est le cas de Roy, un jeune pro-indépendantiste de 25 ans qui voudrait bien tout changer à Taïwan. Je vois bien que les gens qui habitent mon quartier ne m'apprécient pas. Ils n'aiment pas les personnes qui réclament l'indépendance de Taïwan et qui résistent. Roy habite en effet un quartier résidentiel et conservateur de la banlieue de Taipei, très hostile à ses idées.
Il nous emmène dans son appartement où l'attend sa petite amie. Hé bébé, je suis revenu. Je vais vous montrer ma maison. Ici, c'est ma table de mahjong, un jeu de société. Ça, c'est notre cuisine. Elle est petite. Voici la cuisinière. Ici, la hotte. C'est simple. Là, on stocke des figurines japonaises et d'autres petites choses. Là, c'est notre bazar. On le cache avec le drapeau pour l'indépendance de Taïwan, car c'est pas joli. Le couple vit dans ce 3 pièces qui appartient à la grand-mère de Roy. Il a rencontré Wang Wei il y a 4 ans lors d'un meeting politique. Wang Wei est taïwanaise de père et chinoise de mère. Et parfois, ça la dérange. Quand je parle, j'ai un accent. Et les gens me demandent « Tu es chinoise ?» Je n'aime pas ça et ça m'énerve. Car moi, je considère que je suis taïwanaise. La mère de Wang Wei est inquiète de savoir sa fille avec un Taïwanais. Un jour, ma mère m'a demandé « Si tu votes, tu voteras pour qui ?» Je lui ai répondu « Je voterai pour Tsai Ing-wen, l'actuelle présidente. » Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu parce que Tsai Ing-wen s'occupe bien de Taïwan. Elle m'a dit « Tu es une traîtresse si tu es capable de voter pour Tsai Ing-wen. » Roy et Wang Wei sont d'accord sur une chose, Taïwan doit devenir indépendante. On a peut-être une même culture, une même langue, mais notre façon de vivre est différente. Nous sommes un pays démocratique et libre, alors que c'est un pays autoritaire. Donc nous considérons que nous devons nous opposer à la Chine et devenir indépendants. De toute façon, la Chine est en colère. Donc même si on ne change rien à ce qu'on est aujourd'hui, la Chine restera en colère. Et si on se laisse faire, à la fin, ce sera comme à Hong Kong. À la fin, on sera sous la coupe du Parti communiste chinois. Pour obtenir cette indépendance, Roy est même prêt à se battre contre la Chine s'il le faut. En cas d'attaque, la plupart des Taïwanais fuiront. C'est la chose la plus simple à faire. Mais moi, je pense qu'il faut prendre les armes et défendre sa famille. Il faut protéger sa maison, son mode de vie. Il faut affronter la Chine sans chercher à s'échapper. Mais Roy se rend-il bien compte de la menace chinoise qui pèse sur Taïwan? Car voilà à quoi ressemble l'arsenal chinois. Des images de propagande qui visent bien sûr à impressionner, voire à terrifier les Taïwanais. N'empêche, l'armée chinoise est bien plus puissante que celle de la petite île. « 252 milliards de budget militaire d'un côté, 12 milliards de l'autre. 2 200 000 soldats ici, 160 000 là. 348 navires pour la Chine, 86 pour Taïwan. 2050 avions pour Pékin, 400 pour Taipei. Des forces militaires disproportionnées, mais aussi une guerre des nerfs orchestrée par Pékin. Tous les jours, des avions de guerre chinois comme ce H-6 à capacité nucléaire sont envoyés dans l'espace aérien taïwanais. En 2021, il y a eu plus de 600 incursions dans le ciel. Pas de quoi entamer néanmoins la détermination du gouvernement taïwanais. Au plus haut sommet de l'État, on se dit prêt à se battre en cas de guerre avec la Chine. Le ministre des Affaires étrangères, Joseph Wu, est inflexible. Nous nous préparons. Nous avons les moyens de nous défendre par nous-mêmes. Même si ça arrive demain, on se prépare à un possible conflit avec la Chine. Et je le répète encore, nous avons la détermination de nous défendre nous-mêmes. C'est notre territoire, notre souveraineté, notre style de vie, et nous voulons protéger tout cela. Le ministre a l'air sûr de lui, mais d'autres pensent que Taïwan n'est pas prête. Sur les épaules de cet officier à la retraite, 41 médailles militaires.
le couronnement de 38 ans de bons et loyaux services dans l'armée de l'air taïwanaise. Ce jour-là, le lieutenant-général est venu alerter les journalistes sur la vétusté des Mirage 2000 que Taïwan a achetés à la France il y a 30 ans. Pour lui, une chose est sûre, ils ne font plus le poids face aux avions de chasse chinois. Mais à part quelques télés, ces grandes déclarations ne mobilisent pas la population taïwanaise. Les Mirage 2000 sont des avions de combat de 4e génération. La Chine, elle, en est déjà à la 5e. Donc nous n'avons pas le choix. Il faut s'améliorer. Pour les militaires, Taïwan doit mieux se préparer à une offensive chinoise. D'autant que du côté des civils, de plus en plus de jeunes contestent l'ascendant de Pékin, prenant ainsi le risque de déclencher la colère du frère ennemi. C'était le 18 mars 2014. Et les Taïwanais ont appelé ce mouvement les tournesols. Ce jour-là, des milliers d'étudiants envahissent le Parlement. Leur but, mettre fin à un accord de libre-échange entre la Chine et Taïwan qui aurait eu pour conséquence le contrôle de l'économie de l'île par Pékin. À cette époque, le Kuomintang, un parti pro-chinois, dirige le pays et veut faire passer cet accord sans consultation de la population. S'en suivent 23 jours de contestation. Les jeunes se mobilisent pour la première fois avec force et détermination. Nous savons que quand nous aurons quitté ce Parlement, nous devrons faire face à nos responsabilités. Il y aura des pressions. Ce ne sera pas facile. Mais nous devrons conserver l'esprit de ce mouvement. C'est suite à ce mouvement des tournesols que la présidente Tsai Ing-wen du Parti démocratique progressiste est élue en 2016. La vieille garde du Kuomintang est battue après avoir dominé la scène politique depuis 1949. Au siège de l'exécutif, nous avons rendez-vous avec une personne issue de ce mouvement des tournesols. Nommée pour la deuxième fois ministre du numérique par la présidente de Taïwan, Audrey Tang, 40 ans, est baptisée la femme digitale. Elle est la seule ministre transgenre au monde et cette ancienne hackeuse revendique la transparence radicale. On commence déjà l'interview. Alors dans ce cas, il faut que j'allume ma caméra. Rien de ce que déclare la ministre du numérique à la presse ne doit échapper aux citoyens taïwanais. Notre interview sera diffusée en entier sur sa chaîne YouTube. Cette championne de la communication y dépose également tous ses messages gouvernementaux. Je fais les choses de manière spontanée. J'improvise. Mais je travaille en équipe pour la préparation et la production. Le contenu du message demande du travail et le montage également. Ma principale contribution en tant qu'individu est de vérifier que le média, la façon de faire passer le message, que tout est diffusé de manière transparente et accessible. Ce jour-là, la ministre doit inciter les citoyens à se procurer des bons d'achat en ligne offerts par l'État. Le but, relancer la consommation du pays après la crise du Covid. Aux antipodes d'une communication à la papa, dans le studio TV du ministère, Audrey Tang donne de sa personne. Et voilà ce que ça donne. Des mini-comédies musicales amusantes, confectionnées en équipe et en quelques heures seulement. Les jeunes adorent ces colorés ludiques populaires. Pour faire passer un message institutionnel, rien de mieux. La ministre Audrey Tang est très créative. Elle a toujours des idées neuves, en avance sur son temps, surtout au niveau technologique. Du coup, la ministre du numérique a mis en place un autre outil unique au monde, la plateforme Gov0. Une plateforme de délibération citoyenne où les Taïwanais participent en ligne à l'élaboration des lois. Chaque citoyen peut intervenir quand il veut pour changer les choses. La démocratie ultra-participative, c'est le côté sympa du travail d'Audrey Tang.
Mais moins drôle, elle doit aussi affronter la pression chinoise. Chaque jour, Taïwan subit 500 000 attaques cybernétiques orchestrées par Pékin. En mai 2020, des pirates informatiques paralysent pendant plusieurs jours le système de paiement d'une compagnie nationale pétrolière. Les Taïwanais ne peuvent plus prendre d'essence. C'est la panique. Pour se protéger de ce genre d'agression, la ministre du Numérique a mis en place une équipe de White Hat Hackers, en français, des chevaliers blancs du net. Il nous explique la façon de penser des pirates chinois, quelle est leur stratégie. Comme ça, on peut mieux se défendre et détecter les menaces de manière plus proactive. Ces pirates informatiques chinois, le PDG de Team 5, une société spécialisée en cyberintelligence, les connaît bien. Il les a même identifiés lors de l'attaque des compagnies pétrolières. Il s'agit du groupe APT-41, des pirates chinois mondialement connus et recherchés par le FBI. Ils sont extrêmement compétents. Ils sont vraiment excellents dans leurs cyberattaques. Et selon nos informations, ils ont endommagé de très grandes entreprises et de très grandes infrastructures technologiques. APT-41 sont des mercenaires, tantôt au service des mafias, tantôt pour le compte de certains États, comme la Chine. Ils ont attaqué moins de 3 semaines avant la cérémonie d'investiture de la présidente de la République. Ils ont choisi cette date pour créer un fort impact dans le pays. Et il n'y a pas que cette société qui a été touchée. Il y en a eu aussi 2 autres parmi les plus grandes compagnies de pétrole taïwanaises. Les craintes de Taïwan, que les infrastructures liées à l'électricité et à l'eau du pays soient également hackées et qu'ainsi tout le territoire soit totalement paralysé. Une partie de ces pirates agissent depuis la base 311, installée dans la ville de Fuzhou en Chine. La base 311, c'est le quartier général des attaques cybernétiques de l'armée chinoise. Tout près, un archipel d'îles taïwanaises, dont celle de Kinmen, d'où la Chine est très visible. Elle n'est qu'à 30 minutes en bateau. Ici, on redoute plus que partout ailleurs à Taïwan les attaques chinoises. En témoignent ces pieux anti-débarquement, vestiges de la lutte qui a eu lieu entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-shek en 1949. Robin est guide depuis 2 ans. Il est taïwanais. Quand l'armée chinoise a attaqué, ça a duré 3 jours et 3 nuits. Ils ont envoyé 900 bateaux en même temps, en pleine nuit, à 2 heures du matin, pendant 3 jours. Une bataille qui s'est soldée par la victoire de Taïwan, à l'époque plus forte militairement que la Chine. Robin tient à nous montrer les chars qui ont participé à cet exploit. Aujourd'hui, un musée à ciel ouvert. D'habitude, le lieu est noir de monde, mais avec le Covid, plus un seul touriste. Un curieux monument vaut pourtant le détour à Kinmen. Cet après-midi-là, des techniciens dans une nacelle sont venus effectuer une réparation sur ce haut mur en béton. Leur mission, réparer quelques-uns des 48 haut-parleurs qui diffusent une chanson de Teresa Teng. Teresa Teng est une sorte de Mireille Mathieu chinoise, très populaire dans l'histoire du pays. Pendant la guerre froide, ces chansons servaient d'outils de propagande pour tenter de convaincre les communistes de venir les rejoindre. Et selon Robin, cette douce mélodie entendue jusqu'à l'autre rive aurait bien attiré des Chinois à Taïwan. Il y a des soldats qui sont vraiment venus jusqu'à nous pour profiter de la démocratie. D'autres ont nagé jusqu'ici pour venir nous rejoindre.
Retour à Taipei, la capitale, où une autre menace contre Taïwan vient de l'intérieur cette fois. Précisément du principal parti d'opposition, le Kuomintang, le plus vieux parti taïwanais. Ce parti conservateur et surtout pro-chinois met constamment des bâtons dans les roues de la nouvelle garde au pouvoir. Freddie Lim est un jeune député proche du gouvernement, élu suite à l'arrivée de Tsai Ing-wen, la femme à la tête du pays. On est où ici? On est dans un marché construit à l'époque coloniale japonaise. Il a presque une centaine d'années. Ce petit marché est donc situé dans un quartier historique de Taipei, fief du député. Une circonscription qu'il a ravie au Kuomintang pour la deuxième fois, lors des dernières législatives. Hé, grand frère Chang! Le député est venu soutenir des petits commerçants victimes du Covid. Ici, le commerce en ligne n'existe pas et Freddie aimerait bien qu'il s'y mette. Ces petits commerçants ont l'habitude de livrer eux-mêmes leurs marchandises. Pendant l'épidémie, ce sont eux qui ont le plus souffert. Ce qui est important maintenant, c'est de trouver des solutions pour qu'ils s'en sortent. Freddie Lim, le père de famille, profite de sa présence au marché pour faire ses courses. Ma femme et moi, on achète souvent ici. Merci beaucoup. C'est l'un des meilleurs artisans de raviolis du marché. Si Freddie Lim est comme un poisson dans l'eau quand il est parmi ses électeurs, c'est parce qu'il est apprécié pour sa politique, mais pas seulement. Monsieur le député a une particularité. Freddie, il est très célèbre. Et pourquoi Freddie est si célèbre selon vous? Il est chanteur. Il est plus célèbre en tant que chanteur ou politicien? Oh, les deux. Leader du groupe de rock le plus connu de Taïwan, le politicien est à peine reconnaissable sous le maquillage. Ce soir, il chante devant 20 000 personnes. Il en profite aussi pour délivrer un message à la foule. Un message pro-indépendantiste qui déplaît fortement au Kuomintang, le parti conservateur. Notre pays est précieux. Même s'il est très petit, ici, aucune dictature ne doit imposer aux chanteurs, aux écrivains, aux artistes ce qu'ils doivent chanter, écrire ou faire comme spectacle. Tout ça pour soutenir leur abominable politique. Les Taïwanais sont libres de soutenir Taïwan, le Tibet, la paix, l'antinucléaire. Aujourd'hui, nous soutenons particulièrement les Ouïghours. Regardez ce drapeau bleu. Il représente le peuple ouïghour. Depuis l'élection du député Freddie Lim, le Kuomintang fait tout pour récupérer sa circonscription. Le Parti conservateur essaye même de le destituer en l'accusant de mal gérer la crise du Covid, mais sans succès. Le député nous emmène au Parlement pour nous raconter comment le Kuomintang est allé jusqu'à l'agresser physiquement en pleine séance de vote. Voici l'Assemblée nationale taïwanaise et ses 113 sièges. Les sièges qui sont devant sont ceux du gouvernement. Les sièges plus bas sont ceux des députés. Et ma place, elle est au fond. J'aime pas être devant. Sauf bien sûr quand il est sur scène. En revanche, c'est bien ici, dans l'enceinte même du Parlement, que Freddie Lim a été bousculé par ses opposants. Pour l'empêcher de voter, ses adversaires politiques, ici en bleu, sont allés jusqu'à lui sauter dessus, l'agripper et ne plus le lâcher. Des images étonnantes. À Taïwan, pourtant, ce genre de scène, entre vraie bagarre et spectacle surjoué, est monnaie courante. Les députés montrent ainsi qu'ils agissent.
Mais les jeunes parlementaires, comme Freddy Lim, n'apprécient pas du tout. Cette fois-là, ils ont essayé de saisir mon bulletin de vote pour le sortir de ma poche. Ce geste est inacceptable, car il y a plein d'autres moyens de s'opposer à un acte politique. Pour moi, ce qu'ont fait les membres du Kuomintang dépasse les bornes. Surtout qu'ils ont aussi déclenché une bagarre générale et que la sécurité n'est même pas intervenue. Décidément, c'est très troublant pour une démocratie. Je pense qu'ils n'assument pas leurs idées pro-chinoises. Donc ils n'arrivent pas à se positionner politiquement. Alors tout ce qu'il leur reste, c'est l'action violente. C'est une technique pour attirer l'attention des citoyens. Pour nous, c'est absurde, mais c'est leur méthode. À Taïwan, le Kuomintang n'est pas le seul parti politique à menacer la démocratie. Il y a aussi le CUP, un parti extrémiste pro-chinois. Ces militants sont peu nombreux, mais ils savent se faire entendre. Sur leurs gilets brodés en jaune, leur message est clair: pour la réunification avec la Chine. Ce jour-là, M. Chang et ses camarades sont venus manifester pour la 122e fois devant le Centre de gestion des maladies. Leur revendication est toujours la même: ils exigent du gouvernement taïwanais qu'il achète des vaccins chinois, pourtant le moins efficace sur le marché mondial. La Chine continentale est prête à fournir rapidement des vaccins sûrs et efficaces, peu importe la quantité. Il faut que la vie des Taïwanais soit protégée. Il ne faut pas que le gouvernement empêche les vaccins chinois d'arriver à Taïwan. Malgré son côté martial et très discipliné, ce genre de manifestation serait réprimée en Chine, car interdite. Un paradoxe que ces militants balaient d'un revers de main, tout concentrés qu'ils sont sur leur message préenregistré. Veuillez nous donner des vaccins. Veuillez accepter les demandes du peuple. Acceptez la gentillesse de la Chine. Des vaccins pour tous. Des vaccins pour tous. Je suis là pour que les habitants taïwanais demandent le vaccin. La plupart d'entre eux ne l'ont pas encore reçu, comme mon fils qui a plus de 20 ans. Au bout d'une heure de manifestation, la police intervient. Je vous informe de la première sommation. Aujourd'hui, le 20 septembre, vous devez vous disperser avant l'usage de la force. Les militants du CUP obtempèrent et quittent les lieux de la manifestation dans le calme et en bon ordre. Nous en profitons pour suivre M. Chang jusqu'à son quartier général, situé à quelques kilomètres de Taipei. En pénétrant dans son bureau, nous allons découvrir à quel point le CUP est le bras armé de la Chine sur le territoire taïwanais et peut être dangereux pour sa démocratie. Première surprise en entrant dans les locaux de CUP, cette statue de l'ex-numéro 1 communiste chinois, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, un proche de Mao dans les années 50 et responsable de la répression de Tiananmen 40 ans plus tard. Mais ce dont M. Chang est le plus fier et qu'il veut absolument nous montrer, c'est ce drapeau. C'est le drapeau de la République populaire de Chine, le drapeau de ma patrie, le drapeau aux 5 étoiles. Dans la pièce d'à côté, on fabrique les films de propagande du CUP. La manifestation du matin va bientôt être en ligne. Une guerre de l'image que cet homme au survêtement bleu supervise. Il paraît avoir un certain pouvoir. Rapidement, l'homme nous intrigue, car il suit le numéro 2 du parti partout où il va. Voici le bureau du président du CUP. Et je vous présente son fils. On se doutait bien qu'il était important, cet homme. En son absence, son père, le président du CUP, lui a délégué tout son pouvoir. Mais l'ombre du papa, en Chine pour ses affaires en ce moment, plane en permanence. Voici une sculpture en bois offerte à mon père par un ami lorsqu'il est revenu à Taïwan.
c'est un souvenir. C'est un loup, car le surnom de mon père est Loup Blanc. Loup Blanc. Ça a l'air de sortir d'un roman d'aventure, mais ce surnom date du temps où son père dirigeait une mafia taïwanaise très dangereuse, le Bamboo Gang. Le paternel, c'est aussi 10 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue et des problèmes avec la justice taïwanaise pour avoir reçu de l'argent chinois afin de créer le CUP, son parti politique, et surtout le cheval de Troie de Pékin. Le fils essaie de nous convaincre qu'il est plus fréquentable car élevé en Argentine par sa mère, d'où la suite de l'interview en espagnol. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'avais 21 ans. Il était en prison aux États-Unis depuis 10 ans. J'ai connu mon père par la presse. Je savais que c'était mon père, mais je ne l'avais jamais vu. Moi, je ne fais pas partie d'un gang, car mon père me l'a interdit. Aujourd'hui, le père vit entre la Chine et Taïwan, et son fils ne fait peut-être pas partie d'un gang, mais il y a 3 ans, à Taïwan, il a tabassé des manifestants pro-indépendantistes et a été condamné à 40 jours de prison. Aurait-il hérité des méthodes brutales de son père du temps où il dirigeait le Bamboo Gang, la mafia taïwanaise ? Nous partons justement à la rencontre d'un ancien membre de ce Bamboo Gang. Après s'en être émancipé, il a complètement viré de bord pour devenir un pro-indépendantiste convaincu. L'homme se sent désormais plus libre, moins surveillé. Aujourd'hui, il est à la tête de 6 clubs de gym. Holger Chen, 43 ans, a toujours son look de mauvais garçon. Mais fini le Bamboo Gang. Aujourd'hui, c'est un businessman et star du net, avec plus d'1 million d'abonnés. Je m'entraîne au développé couché 3 à 4 fois par semaine. En général, avec une charge de 160, 170 ou 180 kilos. Ça, c'est San, le Bouddha, le bon côté. Là, c'est Hermu, le mal. Cela signifie que dans notre monde, il n'y a pas qu'un seul côté, il y en a 2. Lorsqu'on rencontre une mauvaise personne, il faut utiliser son mauvais côté pour y faire face. Pourtant, en 2020, Holger Chen n'a pas eu le temps d'utiliser son mauvais côté. Et il a payé très cher ses nouvelles convictions pour un Taïwan libre et indépendant. Il a même fait la une des journaux. On revient sur l'info du jour. La star du net, Holger Chen, a reçu 3 balles dans le bras et la jambe aux premières heures du matin. En pleine nuit, en sortant de son club de gym, Holger Chen regagne sa voiture avec 2 de ses employés. À droite, un homme armé va faire irruption et tirer sur lui à bout portant avant de prendre la fuite. Tous les jours, je sens la douleur dans ma jambe. Quand j'ai été blessé, j'avais au total 7 perforations par balle. J'étais dans un état critique, très critique. J'ai encore des fragments dans la jambe et j'ai peur d'avoir des douleurs à vie. En général, ça va, mais quand je m'entraîne, quand je marche, je ressens des douleurs et j'ai mal. Je m'habitue, je n'ai pas le choix. C'est mieux que d'avoir perdu la vie. Faut-il chercher la raison de cette attaque dans cette manifestation monstre organisée en 2019 par Holger Chen lui-même contre un puissant média pro-chinois? Depuis qu'il a quitté le Bamboo Gang, il est devenu en effet très pro-Taïwan. Tous les Taïwanais lèvent la main pour virer les médias rouges de Taïwan et résister face au Parti communiste chinois. Cette manifestation visait un homme en particulier, Tsai Ing-meng, patron du groupe de presse China Times. Holger Chen l'accuse d'être à la solde de Pékin et de vouloir déstabiliser Taïwan en diffusant de la propagande sur tous les médias qui lui appartiennent, dont la chaîne CTI.
Il est véritablement un ennemi de Taïwan. Ce type de personne, on sait très bien qu'il travaille pour l'ennemi, qu'il touche de l'argent des Chinois. Conséquence de la manifestation de 2019, le mania de la presse a été convoqué par l'équivalent du CSA taïwanais et sa chaîne d'info CTI a été fermée. CTI News arrête d'émettre après presque 30 ans d'existence. Les autorités accusent le magnat Tsai Ing-wen d'intervenir dans la ligne éditoriale de la chaîne. Beaucoup de Taïwanais, surtout les plus âgés, se font laver le cerveau. C'est très grave. Ils disent que le Parti communiste chinois n'est pas notre ennemi, mais que c'est notre ami, que les Chinois sont nos compatriotes, que la Chine est géniale, que son économie est très bonne. Ils n'ont aucun esprit critique, donc ce type de chaîne ne doit pas rester à Taïwan. Une enquête a permis d'arrêter 2 des agresseurs d'Holger Chen. Ils ont été condamnés à 16 et 18 ans de prison. Mais l'homme d'affaires devenu pro-indépendantiste est toujours menacé et il vit entouré de gardes du corps. Holger Chen n'est pas le seul à être menacé par les extrémistes pro-chinois. Il y a aussi des exilés politiques, ceux qui ont fui un territoire passé sous domination chinoise il y a peu, Hong Kong. Lam Wing-ki est l'un de ces réfugiés hongkongais à Taïwan, un de ces éléments que déteste la Chine. Lam Wing-ki est libraire, surtout il vend des livres qui critiquent Pékin, ce qui lui a valu 8 mois d'emprisonnement en Chine. Aujourd'hui, la police chinoise le recherche à nouveau car il refuse de dénoncer ses clients. Je vendais 5 kilos par jour de livres à la Chine. Je l'ai fait pendant plus d'1 an, presque 2 ans. Pour 2 raisons. La première, c'est pour faire de l'argent. La deuxième, c'est pour influencer les gens, car je pensais que la seule manière de changer la Chine, c'était de la changer de l'intérieur. Les gens ont le droit à la liberté de lire des livres, et je suis opposé à son interdiction. Réfugié à Taïwan, qui n'a pas d'accord d'extradition avec la Chine, Lam Wing-ki a inauguré sa nouvelle librairie en 2020 avec la bénédiction de Tsai Ing-wen. La présidente de Taïwan a même collé un mot signé de sa main « Taïwan libre soutient la liberté de Hong Kong ». Un simple bout de papier, toujours en bonne place aujourd'hui. Une provocation pour la Chine, où le mot « liberté » ici, calligraphié et encadré, ne figure dans aucune librairie chinoise. Une provocation qui n'a pas tardé à être sanctionnée. Des taches rouge sang sur le mur de ce café, un peu partout sur le sol et sur cette table. Ce 21 avril 2020, Lam Wing-ki vient de recevoir de la peinture sur tout le corps. Son agresseur, enregistré sur cette caméra de sécurité, n'a qu'un objectif, intimider ce militant anti-chinois qui reste philosophe. Ils ont arrêté ces personnes qui m'avaient jeté de la peinture. Ces gens sont en prison maintenant. Je suis vraiment rassuré, car Taïwan est un pays démocratique. Jusqu'à l'arrivée de Lam Wing-ki, Taïwan n'acceptait aucun réfugié sur son sol pour ne pas froisser la Chine. Mais en 2020, 11 000 Hongkongais ont été accueillis. Ils voulaient échapper à la reprise en main de Hong Kong par Pékin et à la répression sanglante qui l'a accompagné. Le président chinois, Xi Jinping, n'a pas respecté le principe « un pays, 2 systèmes à Hong Kong » et c'est bien ce qui effraie le libraire et tous les habitants de Taïwan que le même scénario se reproduise sur l'île. Croyez-vous à un pays de système ou Taïwan va-t-elle devenir comme Hong Kong? C'est une parole en l'air. Vous comprenez ce que je veux dire par parole en l'air? Qui n'existe pas? Oui, une formule vide de sens. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à Hong Kong il y a 2 ans. On ne peut pas avoir confiance.
Cette formule, c'est pour tromper Taïwan, pour tromper le monde. Taïwan est le dernier territoire que la Chine veut récupérer, car elle estime qu'il lui appartient. Aujourd'hui, les Taïwanais arrivent à un tournant de leur histoire. L'indépendance de fait de leur pays va-t-elle devenir officielle? Ou au contraire, le régime de Pékin va-t-il tout faire pour annexer la petite île? La démocratie en sortira-t-elle gagnante, cette fois-ci?